Merci, Monsieur le Président. Alors, je crois que vous serez aussi indulgent avec moi, puisque là aussi, je fais mes premiers pas en tant que rapporteur. Donc, chers collègues, merci d'être là. Et je remercie d'abord la présidente et vous, Monsieur le Président, de m'avoir accueilli au sein de votre commission, puisque je suis à la commission des finances, afin de me permettre de rapporter ce texte. Alors, ce texte, comme je l'ai dit, vise à limiter le taux de sucre dans les produits alimentaires commercialisés en Outre-mer. L'objectif de ce texte, c'est vraiment de mettre fin à une injustice qui frappe les consommateurs ultramarins en interdisant que les produits distribués outre-mer soient plus sucrés que les mêmes produits distribués dans l'Hexagone. Donc, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, la Commission des affaires sociales, en 2011, avait déjà été sensibilisée à la question, puisque ce texte a été disposé dans le cadre d'une proposition de loi par Victorien Lurel à l'automne 2011. La proposition de loi avait alors été adoptée par la Commission et j'espère évidemment qu'il en sera de même ce soir. Alors, c'est vrai que pour nous, cette proposition de loi revêt une importance cruciale en termes de santé publique pour les collectivités d'outre-mer, où l'obésité représente un véritable fléau. Alors, si nous prenons les données nationales issues de l'étude OBEPI, en France hexagonale, 32,3% des Français sont en surpoids. Chez nous, quasiment 40%. 15% sont considérés comme obèses. Chez nous, des taux supérieurs à 30%. Ces statistiques globales, qui sont déjà alarmantes, dissimulent par ailleurs des écarts géographiques importants entre l'Hexagone et l'Outre-mer. Les données des enquêtes épidémiologiques menées localement, telles que l'enquête Podium, qui a été réalisée par le docteur André Atala, cardiologue au centre hospitalier de Basse-Terre, en Guadeloupe, confirment ces écarts. Alors, vous avez reçu dans le texte les données issues du programme national Nutrition Santé. Elles vous ont été distribuées. Et donc, vous verrez les chiffres concernant et les taux de surpoids, concernant le surpoids, également les taux d'obésité. Et pour les enfants en particulier, donc pour les femmes, 25 à 30%, plus élevé pour les femmes. Et pour les enfants, on a également une fourchette qui se situe entre 5 et 8%, soit plus du double de la moyenne au niveau national. En effet, le seul point positif de l'évolution de l'obésité et du surpoids en France hexagonale est la stabilisation de ce fléau en hexagone. Par contre, chez nous, le fléau ne se stabilise pas. Ensuite, il faut souligner que de nombreuses pathologies graves sont associées à l'obésité, notamment le diabète, l'hypertension artérielle, et le risque d'être traité pour une hypertension artérielle chez nous est multiplié par 2,3 chez les personnes en surpoids et par 3,6 chez les personnes obèses. Et je rappelle que chez nous, l'hypertension artérielle, par exemple en Guadeloupe, touche près de 33% des hommes et 37% des femmes. Donc plus globalement, l'outre-mer présente une surmortalité, et ça dans tous les territoires de l'outre-mer, par maladie vasculaire cérébrale ou par diabète comparé à la France hexagonale. Alors, comme le soulignait la Commission pour la prévention et la prise en charge de l'obésité dans son rapport remis en 2009 au Président de la République, la situation dans les collectivités d'outre-mer est donc une source de préoccupation majeure. Et le professeur Basse-Devant, que nous avons reçu ici dans le cadre d'une audition, qui est président du plan obésité, nous dresse le même constat et plaide en faveur d'un engagement politique très fort sur cette question. Bien sûr, c'est vrai que face à cette situation sanitaire, l'État n'est pas resté inactif au travers des déclinaisons outre-mer, par exemple du plan national nutrition santé, du plan obésité. Un certain nombre de mesures de prévention et d'éducation à la santé ont été prises, relayées en cela par les collectivités territoriales qui se sont impliquées. Par exemple, en Guadeloupe, la région finance des parcours de santé ou également la mise en œuvre d'actions de sensibilisation dans toutes les écoles. Alors, mais ces actions sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. C'est vrai qu'en plus, ce sont des actions qui sont longues à porter leurs fruits et elles demeurent impuissantes à agir sur la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire. Sans compter que chez nous se rajoute la précarité qui est quand même très, très prégnante. Donc, il ne faut pas sous-estimer non plus la responsabilité des industriels de l'agroalimentaire dans la progression de ce fléau. Alors, c'est vrai que le sucre n'est pas la seule cause. On sait que le développement de l'obésité, c'est multifactoriel. Mais de l'avis même des scientifiques et des médecins que nous avons reçus dans le cadre des auditions, il apparaît indispensable aujourd'hui de cibler la lutte contre l'obésité sur la consommation excessive de sucre.
Déjà en 2004, l'Agence française de sécurité des aliments soulignait, et je la cite, cette agence, les effets délétères des glucides ont pu être établis avec certitude vis-à-vis du développement du surpoids et de l'obésité chez les enfants et les adolescents dans les pays industrialisés. D'après des études menées en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, une consommation excessive de glucides, et en particulier de glucides simples ajoutés, notamment sous forme de boissons, jus de fruits, soda, serait responsable du développement du surpoids et de l'obésité chez les enfants et les adolescents. Et d'autres études plus récentes vont également dans le même sens. Le professeur Serge Herbert, président du Plan national nutrition santé, que nous avons également auditionné, considère d'ailleurs que l'on dispose désormais de suffisamment d'éléments consensuels au niveau scientifique pour recommander et imposer la diminution des taux de sucre dans les denrées alimentaires et qu'il conviendrait désormais d'envisager une régulation publique aussi, pas seulement dans l'outre-mer, mais pour lui également dans l'Hexagone. Cela est d'autant plus vrai pour les denrées alimentaires distribuées outre-mer que l'on sait qu'elles ont des teneurs en sucre très élevées, bien supérieures aux teneurs en sucre des produits commercialisés dans l'Hexagone. Et ce, y compris lorsqu'on compare des produits similaires de même marque. Alors, je ne vais pas citer de produits, mais vous avez à votre disposition, vous a distribué des extraits de l'enquête qui a été menée par le pôle agroalimentaire régional de Martinique, publiée en décembre 2011, qui présente les écarts constatés sur 2 types de produits, les boissons sans alcool et les produits laitiers. Et vous verrez que les résultats sont assez édifiants concernant les différences de taux de sucre. Alors, cette enquête devra être bientôt complétée par une enquête de beaucoup plus grande ampleur qui est actuellement réalisée par la DGCCRF. Alors, il faut noter que les industriels que nous avons auditionnés ne contestent nullement la réalité de ces écarts, qui peuvent, pour certains sodas, atteindre pratiquement 50%. À la fois du point de vue santé publique, mais également de l'égalité de traitement des consommateurs, il n'est cependant pas acceptable de tolérer de tels écarts. Quant à l'argument de l'adaptation de l'offre au goût local, il nous paraît d'autant plus limité que l'appétence pour le sucre du consommateur ultramarin est savamment entretenue par les industriels en l'absence d'offres alternatives proposées. Et il n'a jamais été démontré, aucune étude n'a été dans ce sens, dans le sens de l'appétence des ultramarins pour le goût sucré. Alors, depuis l'examen de la proposition de loi de Victorine Lurel en 2011, il faut constater que certains industriels ont pris conscience de la nécessité de faire évoluer leurs produits. Ils ont engagé déjà des démarches afin de signer avec les pouvoirs publics des chartes d'engagement pour améliorer la qualité nutritionnelle de ces produits et comprenant obligatoirement un volet réduction du taux de sucre. Mais à la date d'aujourd'hui, une seule charte a été officiellement signée. C'est pourquoi il nous apparaît nécessaire de passer par la loi afin de faire de la lutte contre l'obésité en Outre-mer un véritable enjeu de santé publique et de proposer des solutions concrètes aux problèmes spécifiques qui se posent dans les collectivités ultramarines. Alors, dans les engagements de François Hollande, dans le cadre de sa campagne, il s'était engagé à faire voter ce texte. Et ce texte est soutenu par l'ensemble du groupe socialiste, puisque vous avez tous co-signé ce texte, et j'espère qu'il va rassembler au-delà des clivages partisans. Alors, la lutte contre le fléau de l'obésité, spécialement l'obésité de l'enfant, implique de mettre en place, dans les meilleurs délais, un dispositif juridique volontariste et réellement contraignant pour l'industrie agroalimentaire de façon à protéger les consommateurs contre certaines pratiques industrielles aussi dangereuses que dénuées de justification. C'est ce que je vous démontrais tout à l'heure. Donc cette proposition de loi vise donc, d'une part, dans son article 1er, à interdire aux industriels de l'agroalimentaire de distribuer dans les régions d'outre-mer des produits alimentaires dont la concentration en sucre est supérieure à celle des produits similaires commercialisés dans l'Hexagone. Et d'autre part, dans son article 2, à fixer une teneur maximale en sucre pour les produits distribués exclusivement outre-mer, c'est-à-dire les produits dont on ne trouve pas d'équivalent en France métropolitaine et qui contiennent des taux de sucre très élevés. Alors, suite aux travaux que j'ai menés, je souhaite vous proposer plusieurs modifications de ce dispositif tout en conservant l'esprit du texte. Tout d'abord, il m'a paru nécessaire de rassembler les dispositions des articles 1 et 2 au sein de l'article 1er afin de les faire toutes figurer dans le Code de la santé publique et de pouvoir les compléter par un 3e article codifié relatif aux modalités de contrôle de l'application de la loi par les agents de la DGCCRF. Donc, si l'amendement est adopté, il s'agira des articles L.
3232-5 à L3232-7 du Code de la santé publique. Par voie de conséquence, l'article 2 que vous aviez dans le texte original, dont les dispositions auront été transférées à l'article 1er, va être consacré à l'entrée en vigueur du texte. Alors, notre souhait commun, puisqu'il s'agit d'un amendement co-signé avec Mme Orphée, qui était responsable du texte pour le Parti socialiste, était de laisser un délai de 6 mois aux professionnels pour s'adapter à la nouvelle donne. Enfin, au sein des dispositions destinées à figurer à l'article 1er, plusieurs précisions devraient être apportées. Tout d'abord, la première concerne la notion de teneur en sucre. Alors, en sucre au pluriel déjà, parce qu'on ne veut pas stigmatiser un sucre, par exemple le saccharose en général, mais vraiment les sucres. Et nous allons substituer la notion de teneur en sucre ajouté. Ceci, c'est pour tenir compte de la réalité et de la situation spécifique des fabricants, notamment de produits laitiers de yaourts, puisque chez nous, il n'y a pas de production de lait, et donc les yaourts se sont fabriqués à partir de la poudre de lait, donc qui, elle, a déjà une teneur en lactose, donc en sucre, plus élevée que le lait liquide et donc le lait frais. Donc, pour tenir compte de cela, nous avons substitué la notion de teneur en sucre par la notion de teneur en sucre ajouté, et la teneur en sucre ajouté va correspondre à tous les autres produits sucrés qui seront rajoutés, c'est-à-dire la préparation de fruits et également le sucre ajouté directement, par exemple, dans un yaourt sucré. Ceci pour ne pas pénaliser ces producteurs. La seconde modification consiste non pas à envoyer à un arrêté la détermination d'une teneur maximale en sucre ajouté pour les produits qui n'ont pas leur similaire dans l'Hexagone, mais à prévoir dans la loi que cette teneur ne peut pas être supérieure à la teneur en sucre la plus élevée des produits appartenant à la même famille commercialisée en métropole. Je prends l'exemple des colas, par exemple. Pour le produit qui est fabriqué dans l'outre-mer et qui n'a pas son équivalent ou son similaire dans l'Hexagone, on va tenir compte du produit le plus sucré dans les colas hexagonaux. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu, parce qu'on dira le plus sucré, ça peut paraître un peu élevé, mais il faut reconnaître que, par exemple, dans les boissons sucrées, on peut avoir des écarts de près de 50%. Donc, même en prenant le plus sucré en métropole, on sera toujours moins sucré en outre-mer. Donc, c'était plus facile de prendre le produit qui a été le plus sucré dans l'Hexagone. Alors, enfin, les dispositions sont aussi prévues dans le cadre de cet article-là pour laisser un délai suffisant aux industriels pour écouler leur stock. Au-delà de ces quelques modifications au dispositif initial, je voudrais quand même également soumettre à la Commission deux amendements qui visent à parfaire le contenu de la proposition de loi en y traitant de deux sujets connexes mais néanmoins essentiels. Alors, le premier amendement, et dans les deux derniers amendements, le premier a été signé par l'ensemble des députés ultramarins et il concerne l'interdiction de la pratique mise en place par certains industriels consistant à prévoir un double étiquetage des dates limites de consommation de certains produits périssables, notamment les yaourts. Alors que j'explique, il y a certains industriels qui produisent ici et qui exportent dans l'outre-mer. Le même produit fabriqué le même jour est étiqueté avec une date limite de consommation à 30 jours dans l'Hexagone et pour l'outre-mer, 55 ou quelquefois 60 jours. Donc, on s'en est rendu compte dans le cadre des discussions et des auditions. C'est vraiment énorme et il était pour nous véritablement impératif de rajouter un amendement qui permette de corriger cela. Alors, c'est vrai que dans le cadre de la discussion, mais tout à l'heure on en parlera quand Mme Orphée va présenter cet amendement, pour moi, c'est vraiment répondre à une inégalité, c'est vraiment une inégalité de traitement du consommateur, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, puisque ça voudrait dire que le même yaourt qui est jeté ici au bout de 30 jours pourrait être encore consommé, puisque chez nous, ce même yaourt est consommé à J55 ou presque J60, si effectivement il est encore, s'il n'est pas impropre à la consommation. Donc ça, c'était le premier amendement que nous allons présenter au-delà de l'article 1er. Le second amendement, qui est également co-signé par plusieurs collègues, a trait à la fourniture des marchés publics de restauration. Alors, il vise à promouvoir les denrées issues des circuits courts de distribution afin de favoriser l'approvisionnement des sites de restauration collective en produits frais et de saison. Donc, cette orientation a été réaffirmée par le législateur à plusieurs reprises, que ce soit dans le cadre de la loi Grenelle 1 en 2009
ou dans la loi de la modernisation de l'agriculture en 2010, mais ne s'est jamais traduite par des dispositions spécifiques pour l'outre-mer. Or, comme vous le savez, l'éloignement de nos territoires, l'étroitesse de nos marchés locaux et les liens commerciaux prédominants avec la métropole justifient que des incitations spécifiques soient mises en place en faveur du développement agricole. Donc, la proposition que je vous soumets vise ainsi à rendre obligatoire la prise en compte par les collectivités du critère de performance en matière de développement des approvisionnements directs en produits de l'agriculture dans l'attribution des marchés. Alors que pour l'instant, dans le cadre du Code des marchés publics, ceci n'est que facultatif. Donc l'objectif poursuivi, c'est de contribuer à la fois à renforcer les filières agricoles et à œuvrer en faveur d'une meilleure qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire. Donc nous aurons un dernier amendement également pour pouvoir adapter le texte au niveau de l'appellation de la PPL. Donc c'est le dernier amendement qui visera à changer l'intitulé pour pouvoir harmoniser cette rédactionnelle avec les dispositions de la proposition de loi. Donc on vous proposera de l'appeler proposition de loi visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en Outre-mer. Donc vous avez compris que c'est un sujet vaste, qu'il y a beaucoup à faire. Cette proposition de loi ne fait que poser une pierre dans la construction d'un édifice beaucoup plus vaste, qui ne doit pas seulement reposer sur la réduction des apports en sucre ajoutés dans l'alimentation de la population, mais qui va nécessiter une amélioration globale de l'offre alimentaire, tant dans la qualité de sa composition nutritionnelle que dans l'accès à cette offre à un coût abordable. La construction de cet édifice impliquera enfin un approfondissement des actions de prévention, notamment en direction des plus jeunes, et de promotion de l'activité physique, qui requerra la mobilisation de tous, aussi bien dans l'État, mais également les collectivités territoriales, le secteur associatif ou les professionnels de l'alimentation. Donc c'est vraiment cette proposition de loi, il me semble, n'est qu'une pierre, mais cette pierre est indispensable à la construction de l'édifice. C'est pourquoi j'espère que vous lui apporterez tout votre soutien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci, Madame la rapporteure.